Bonsoir, bienvenue, c'est le Grand News pour vous divertir de toute l'actualité, pour vous servir. Bienvenue donc. À la une donc ce soir, Manuel Valls, le Premier ministre, a présenté hier une série de propositions auxquelles les organisations de lycées et d'étudiants ont été réunies à Matignon. Ils concernent le travail, les études ainsi que la vie quotidienne. Ces mesures sont censées lutter contre la précarité chez les jeunes. Les organisations représentées se sont dites plutôt satisfaites. Le budget, quant à lui, est annoncé pour mettre place, en tout cas, ces mesures dépassent 400 millions d'euros et plus précisément plus de 400 000 millions d'euros. Benoît Floch du service Société du Monde nous explique comment... Ça présentait une série de propositions aux organisations de lycéens et d'étudiants présents à Matignon le 11 avril. Travail, études, vie quotidienne, des mesures censées lutter contre la précarité chez les jeunes. Les organisations représentées se sont dit plutôt satisfaites. Il faut dire que le budget annoncé est conséquent, plus de 400 millions d'euros. Alors Benoît Floch, est-ce que c'est un petit peu la séance de rattrapage de François Hollande vis-à-vis des jeunes? Oui et non. Non parce que beaucoup de choses ont déjà été faites, pour les étudiants notamment. 450 millions d'euros ont été dépensés depuis le début du quinquennat pour les bourses. Ce n'est pas rien. Et puis il y a aussi toutes les mesures sur le logement, sur l'année de césure, l'encadrement des stages, etc. Donc des choses ont été faites. Pour autant, et c'est là que ça peut être une séance de rattrapage, c'est vrai que les jeunes apparaissent en colère vis-à-vis de la politique qui est menée par le gouvernement. Les récentes mobilisations contre la loi El Khomri le montrent très clairement, et puis évidemment le mouvement Nuit debout montre aussi que la jeunesse est insatisfaite. Or, pour François Hollande, évidemment, la reconquête politique, elle passe par la jeunesse. Et alors, est-ce que cette reconquête passe par des propositions vraiment audacieuses? Qu'est-ce qui est marquant en fait dans ce projet? La première mesure qui me vient à l'esprit, c'est la surtaxation des CDD. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il y a des choses qui ont été déjà mises en place, notamment depuis 2013, mais c'est une initiative, c'est une piste qui est assez audacieuse, sachant que ce n'est pas tout à fait le gouvernement qui a la main là-dessus, ce sont les partenaires sociaux qui en discutent dans le cadre de la négociation de l'UNEDIC. Et par ailleurs, c'est vrai que ce qui a été mis en place depuis 2013, à ce stade, n'est pas vraiment probant. Mais enfin, bon, c'est quand même une piste intéressante. La deuxième, c'est évidemment cette aide à la recherche d'emploi. En gros, ça consiste à verser pendant 4 mois après le diplôme, à continuer de verser les bourses 4 mois après son diplôme. Ça revient finalement à traiter la question de la jeunesse. Quand la France a mis en place son système de protection sociale après-guerre, la situation était très différente pour les jeunes. Ils faisaient beaucoup moins d'études déjà, et puis ils s'inséraient assez facilement. Il n'y avait pas de chômage, on s'insérait beaucoup plus vite sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a une espèce d'âge qui s'est créé entre l'adolescence et l'âge adulte, qui n'a pas été pris en compte par le système de protection sociale. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place par petites touches, et l'aide à la recherche d'un premier emploi rentre typiquement dans l'ensemble de mesures qui permettraient justement de prendre en compte ce nouvel âge. Alors cette mesure, comme plusieurs autres, représente un budget extrêmement important. Oui. Est-ce que le gouvernement a le moyen de ses ambitions? Est-ce que ces projets sont crédibles? Alors c'est vrai que ça représente un budget substantiel, 450 millions d'euros de nouvelles dépenses. Bon, les années préélectorales sont rarement des années d'économie. Après, est-ce que le gouvernement a les moyens de son projet? Finalement, c'est le successeur de Manuel Valls qui répondra à cette question en 2017. Ce sera peut-être un Premier ministre de François Hollande, mais en tout cas, à ce moment-là, beaucoup de cartes seront rebattues, et finalement, c'est ce gouvernement-là qui dira si les moyens sont là ou pas. Merci Benoît Floch pour ces précisions. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à consulter les articles du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.
Scénario catastrophe, vous marchez sur une plage de sable et vous vous rendez compte que vous vous enfoncez sans pouvoir vous extraire de cette gangue. Eh bien, vos mouvements affolés ne font qu'accentuer vos problèmes. Comment souligner cette vidéo proposée par Univers Sciences, la physique, chimie peut vous tirer d'affaire en expliquant comment fonctionne notre fluide. Regardez. Comment sortir des sables mouvants? Les sables mouvants sont comme le yaourt ou le sang, un fluide non newtonien, c'est-à-dire un fluide dont la viscosité peut varier. La viscosité d'un fluide décrit la difficulté qu'il a à s'écouler, c'est-à-dire sa vitesse d'écoulement. Par exemple, l'eau s'écoule facilement, elle est peu visqueuse. Au contraire, le miel s'écoule lentement, il est plus visqueux que l'eau. La vitesse d'écoulement de l'eau ne dépend que de sa température ou de sa pression. On dit que c'est un fluide newtonien, en hommage à Isaac Newton, le père de la gravitation, qui établit pour la première fois le rôle de la viscosité dans la vitesse d'écoulement d'un fluide. Mais certains fluides ont une viscosité qui peut changer en fonction d'autres paramètres. Prenons par exemple du yaourt dans un pot. On peut pencher le pot, le yaourt ne s'écoule pas. Mais si on le mixe, il devient liquide et s'écoule du pot presque aussi facilement que de l'eau. Que s'est-il passé? No, sorry. Le yaourt a une structure microscopique complexe. La caséine, c'est-à-dire la protéine du lait, s'y organise en un réseau d'entrelacs tridimensionnels complexes constitués de chaînettes reliées entre elles. Il y a donc beaucoup d'espace entre les chaînettes, espace occupé par l'eau présente dans le yaourt. Mais malgré tout, les chaînes sont accrochées entre elles et ne peuvent donc pas se déplacer les unes par rapport aux autres. Le yaourt est solide. Mais quand on le touille, on applique des forces, qu'on appelle des contraintes, sur cette structure. On casse alors les liens qui maintiennent les chaînettes entre elles. Elles peuvent à nouveau se déplacer les unes par rapport aux autres. Le yaourt est devenu liquide. Mais comment un effet similaire peut-il se produire dans le sable? En soi, le sable a déjà des propriétés étranges. C'est un solide, mais il s'écoule dans la main comme un liquide. C'est bien sûr parce qu'il est constitué de grains plus ou moins sphériques qui peuvent rouler les uns sur les autres comme des billes. Les choses changent dès qu'on rajoute de l'eau. Le sable mouillé ne se comporte plus comme un liquide, c'est parce que l'eau agit comme une colle entre les grains de sable. En effet, lorsque de l'eau se glisse entre deux grains de sable, il apparaît une force qu'on appelle la force capillaire qui attire les grains de sable l'un vers l'autre. Contrairement au yaourt, le sable, qu'il soit sec ou mouillé, ne devient pas brusquement liquide quand on lui applique une contrainte. C'est une expérience facile à faire, il suffit de marcher sur une plage. Chaque pas applique par l'intermédiaire de notre poids une contrainte sur le sable de la plage. Quand on pose le pied, le sable sec se comporte d'abord comme un liquide. Il remonte le long du pied, se glisse entre les orteils et même peut recouvrir le pied. Mais le sable sec sous le pied se tasse. Les grains de sable se rapprochent les uns des autres au point de ne plus rouler les uns sur les autres à cause de leur rugosité. Et le sable sous le pied devient solide. Sur le sable humide, le sable est déjà solide et l'on ne s'enfonce presque pas. Mais alors, comment un sable devient-il mouvant? Eh bien, en fait, il faut un autre ingrédient, de l'argile. Et oui, un sable mouvant n'est pas constitué uniquement de sable, mais d'un mélange de sable et d'argile. L'argile a une structure en plaquettes et en présence de sable, ces plaquettes vont s'agencer en un réseau tridimensionnel complexe, un peu comme la caséine dans le yaourt. Entre les plaquettes d'argile, les grains de sable remplissent moins de la moitié de l'espace, le reste étant occupé par l'eau. Comme pour le yaourt, l'équilibre est rompu si on applique une contrainte suffisamment importante, par exemple si on marche dessus. Les liens entre les plaquettes se cassent alors et l'argile devient liquide. Les grains de sable ne sont plus retenus par l'argile et tombent au fond de l'eau. Le phénomène est même amplifié s'il y a également du sel, c'est-à-dire si l'on est par exemple au bord de la mer. Car dans ce cas, les particules d'argile se collent les unes aux autres et tombent aussi au fond de l'eau. On trouve alors au fond de l'eau un matériau très dense, fait de sable et d'argile, dont il est pratiquement impossible de s'extraire.
Si Maxime marche sur des sables mouvants, il va s'enfoncer au fur et à mesure que l'argile et le sable tombent. S'il remue, il augmente les forces exercées sur le sable mouvant, qui se liquéfie donc plus vite, et il s'enfonce donc plus vite. Dans tous les cas, cela cessera bien avant la noyade, car un sable mouvant a une densité environ 2 fois plus élevée que l'eau, et la poussée d'Archimède l'empêche donc de couler complètement. Mais ses jambes sont alors prisonnières dans un matériau extrêmement dense. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de les remuer lentement pour réintroduire de l'eau autour des jambes et pouvoir les extraire petit à petit. Mais il faut faire vite. En effet, on ne peut pas se noyer dans un sable mouvant, mais il faut s'en échapper avant que la marée ne remonte. Il y a toujours des graffitis en façade, les hautes grilles, les fenêtres fatiguées, mais le lycée Jean Carré hier squat insalubre se veut aujourd'hui centre d'hébergement pilote entre guillemets où la solidarité locale est mise à contribution pour insérer les migrants. Un reportage signé Guillaume Bonnet. C'était le 23 octobre dernier. L'évacuation à l'aube du lycée Jean Carré dans le nord-est de Paris. Avec ses 1300 migrants, cet établissement désaffecté était le plus grand squat de migrants de la capitale. Votre carte, s'il vous plaît. 6 mois plus tard, on ne rentre plus ici qu'en montrant carte blanche. Le lieu, désormais confié à la gestion d'Emmaüs, n'accueille plus que 145 migrants, dont s'occupent 24 heures sur 24 une trentaine de professionnels. Résultat, la promiscuité et la saleté ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Mohamed, un paysan arrivé du Soudan après avoir traversé la Méditerranée et dormi dehors pendant 1 mois à Paris, apprécie. Ici, on est protégé de la pluie, du froid, de tout en fait. Et je peux dire qu'ils ont très bien arrangé cet endroit. Et oui, j'apprécie beaucoup ce qu'a fait Emmaüs. C'est du bon boulot. Haricot. Mais la réhabilitation du lieu, qui a coûté 600 000 €, ne s'est pas arrêtée au simple confort de l'hébergement. L'apprentissage du français est devenu la priorité numéro 1. Pour cela, on a fait appel aux bonnes volontés du quartier. Une des clés essentielles quand on est dans un pays, c'est de savoir parler, de comprendre ce qui se passe autour, de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir avoir des rapports à peu près corrects avec l'administration. Ils sont soumis à beaucoup de questions, beaucoup de papiers à remplir. Depuis avril, les réfugiés soudanais et afghans pour la plupart ont aussi droit à une médiathèque ambulante. Jeux de société, films en libre service, plateforme multimédia. Là encore, l'objectif est de transformer l'ancien lycée en un véritable lieu d'intégration. Moi je pense surtout l'idée que ce soit ouvert et que les gens puissent venir et partager, qu'on dédiabolise un peu les centres d'hébergement d'urgence. On a l'impression que c'est des endroits glauques, que c'est des endroits où tu n'as pas envie de venir et tout, alors qu'en fait, voilà, c'est juste des gens cool et c'est des humains quoi. Pour Emmaüs, ce centre dont le fonctionnement coûte 2 millions € par an à l'État doit servir de laboratoire pilote pour montrer le bon côté de ce qui se passe après les évacuations. En moins d'1 an, près d'une vingtaine ont eu lieu dans la capitale, mais cette façade humanitaire ne peut faire oublier que des milliers de migrants dorment encore dans la rue, un peu partout en France. Le développement des jeux en réalité virtuelle prend de l'ampleur avec l'arrivée sur le marché de nouveaux vidéo-casques proposés par Sony, HTC ou encore Oculus. De nouveaux casques qui ne doivent pas se motiver, pas seulement pour les gros éditeurs de jeux, mais aussi les indépendants. Un reportage signé Guillaume Delpech. Le développement des jeux en réalité virtuelle prend de l'ampleur avec l'arrivée sur le marché des nouveaux visio-casques proposés par Sony, HTC ou Oculus. De nouveaux casques qui ne motivent pas seulement les gros éditeurs de jeux, mais aussi les indépendants.
Début avril à Londres, le salon EGX a réuni une bonne partie des développeurs de jeux de Grande-Bretagne qui ont présenté leurs productions récentes. L'intérêt pour la réalité virtuelle est énorme et les développeurs indépendants font les choses les plus intéressantes. Avec la plateforme, ils font de petits projets vraiment chouettes. Et les visiocasques sont de plus en plus populaires. Les productions indépendantes vont finir par être plus nombreuses que celles des gros éditeurs. Parmi les développeurs, l'italien Tiny Ball Studio a présenté son dernier jeu de réalité virtuelle titré Blind, aveugle. Le joueur est dans la peau d'une petite fille aveugle qui se réveille dans une maison étrange en ayant oublié comment elle y est arrivée. Le joueur doit s'aider uniquement des sons et des échos autour de lui pour tenter de retrouver son chemin. Bien sûr, vous avez les yeux bandés, c'est un peu étrange en réalité virtuelle, mais vous avez des pouvoirs un peu comme Daredevil. Vous utilisez l'écolocalisation, vous utilisez le son pour naviguer dans le monde autour de vous. Le défi est de faire que les joueurs utilisent d'autres sens que la vue. Alors on s'appuie sur les retours, sur le toucher et bien sûr sur le son. Pour les joueurs, la réalité virtuelle propose un nouveau concept, une sorte de réalité augmentée où ils peuvent s'évader. Ça donne aux joueurs la possibilité d'être davantage plongés dans l'environnement. Quand ils jouent, ils oublient que le monde réel existe. Il n'y a pas de limite sur les côtés de l'écran et le jeu les entoure complètement. Les créateurs de jeux du studio Freakstorm ont eux aussi présenté leur nouveau jeu. L'intrigue tourne autour du docteur Gvorak. Le joueur contrôle 3 personnages qui ont chacun des pouvoirs particuliers et qui doivent ensemble contrecarrer les plans du méchant docteur Gvorak, l'ennemi qui règne sur la réalité intergalactique. L'avantage des indépendants, c'est qu'on peut tout essayer. On n'est pas contraint par des budgets AAA, ni obligé de jouer la sécurité. Beaucoup de gens essayent des choses nouvelles. C'est la nouvelle frontière du jeu. Personne ne sait ce qui fonctionne, on essaye et on voit ce qui fonctionne. Le distributeur de jeux allemand Application System Heidelberg est lui venu avec un concept différent où le joueur doit résoudre des puzzles et utiliser la lumière pour faire éclore des fleurs. Le jeu s'appelle Carpe Lucem et il s'agit de saisir la lumière. On voulait créer une expérience apaisée pour découvrir la réalité virtuelle sans rendre les gens malades. Alors c'est très méditatif, pas rapide, un jeu sans pression. Pour les visiteurs qui trouvaient un peu trop calme Carpe Lucem, ils pouvaient aussi essayer quelques-uns des nouveaux jeux sur PlayStation en réalité virtuelle. Certaines de ces productions étaient présentées pour la première fois. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà la rediffusion. Ce sera ce soir à minuit et aussi réagir sur les réseaux sociaux de cette émission. Vous pouvez notamment, vous le savez, cliquer sur j'aime pour avoir des dédicaces. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais on se retrouve donc demain à 20h15. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur cette antenne. À demain.